Bien, bonjour à tous une nouvelle fois et bienvenue à cette deuxième journée des entretiens Jacques Cartier qui porte sur les données urbaines de mobilité et l'éthique entre Ruée vers l'Or et Intérêt général. Laissez-moi me présenter brièvement. Je m'appelle Antoine Sautenay, je travaille au sein du groupe Michelin que je représente ici au Canada et je représente également l'écosystème Movinon, l'écosystème de référence en mobilité durable pour cet événement. Alors, je suis très heureux d'introduire cette deuxième demi-journée avec nos partenaires, la chaire La Beximu, la ville de Montréal et la métropole de Lyon, sans qui cet événement ne serait pas possible. Alors, il m'a été demandé pour introduire cette deuxième demi-journée de brièvement synthétiser les échanges que nous avons eus hier, mardi 3 novembre, pour introduire cette journée du 4. Alors, la séquence hier a été articulée autour de trois grands moments. Un premier moment autour de l'introduction du professeur Nicolas Merveille et philosophe, professeur de stratégie à l'UQAM sur l'état de l'art concernant les données de mobilité et l'éthique. Un deuxième moment autour de la table ronde animée par Sonia Ben Mokhtar avec des représentants du secteur privé, Renault et Enedis, des autorités locales, la ville de Montréal et la métropole de Lyon, ainsi que les acteurs parapublics EXO. Et enfin, une troisième séquence avec un rapport d'étonnement de Nicolas Tremblay, directeur des opérations de Blue System Smart Mobility, qui est une filiale de Bolloré. Alors rapidement, qu'est-ce qu'on peut retenir? Quels sont les principaux enseignements de la journée d'hier, mardi 3 novembre? Concernant l'introduction académique de Nicolas Merveille, philosophe, il nous a finalement incité à réfléchir sur la question des données à partir sur la base du paradigme indiciaire de Kingsburg. De quoi s'agit-il? En fait, c'est une théorie qui est au croisement de la philosophie, de la peinture et de la science déductive. C'est un paradigme qui permet de reconstruire la connaissance à partir des indices que l'on peut glaner. Et de ce fait, les données peuvent être considérées comme des traces numériques qui sont autant d'indices qui permettent de reconstruire nos comportements et nos usages à partir d'éléments visibles mais parcellaires, nos préférences commerciales, musicales et politiques. Mais comme nous l'a incité à penser Nicolas Merveille, dans la réalité pratique, cet indice, cette trace numérique oscille en réalité entre deux dynamiques. Une dynamique qui est émancipatrice, qu'il qualifie de technophile, et une dynamique prédatrice qu'il qualifie de technophobe. Et cette incertitude, elle caractérise en réalité notre trace numérique et nos comportements. Quelles sont les implications pour Nicolas Merveille? La première, elle est très simple. Il est essentiel d'intégrer cette incertitude dès lors qu'il s'agit d'encadrer éthiquement et juridiquement le cycle de vie des données. Et la deuxième implication, c'est qu'il s'agit d'être au clair sur les valeurs collectives que nous partageons, notamment l'équilibre entre l'intérêt général, l'innovation ou encore la qualité de vie des citoyens. Deuxième moment, c'est la table ronde autour de Sonia Ben Mokhtar avec de très riches échanges autour principalement de trois questions qui ont été abordées. Première question, l'équilibre entre l'exploitation des données et les règles éthiques. Et sur ce sujet, Assunta Cerda d'Exo a souligné l'asymétrie de traitement entre le secteur public et le secteur privé et sur le consentement, sur la notion de consentement éclairé, tandis que Véronique Dufort a mis l'accent sur la notion de bien commun qui est critique pour la ville de Montréal et que la ville déploie aujourd'hui concrètement, notamment au travers de la deuxième question. Donc la deuxième question portait sur la protection des données personnelles, qui est un sujet critique. Et sur cette question, Denis Darmoni de Renault a souligné le fait qu'il était absolument critique de mettre en place des mécanismes de confiance qui vont au-delà de la normalisation. De son côté, Fabien Coutan d'Enedis, lui, a souligné l'importance, la vision d'Enedis sur la responsabilisation individuelle concernant les données personnelles. Troisième sujet, enfin, la question du modèle d'interaction encourageant l'éthique entre les différents acteurs de l'écosystème de mobilité. Et sur cette question en particulier, nous avons eu l'occasion d'écouter Audrey Cochard, la chef de service des données mobilité de la métropole de Lyon, qui a mis en avant la charte des données de la métropole en incluant la coopération avec le secteur privé et notamment Enedis. Voilà très brièvement les grands enseignements de la journée d'hier 3 novembre.
Désormais, nous lançons cette deuxième demi-journée et je laisse la parole successivement à Jean-Pierre Nicolas, qui est donc qui est chargé de recherche CNRS à la chaire la Beximu. Puis je donnerai la parole, la vidéo directement à Madame Audrey Cochard, qui est chef de service des données de mobilité urbaine au sein de la métropole de Lyon. Première vidéo, s'il vous plaît, pour Monsieur Jean-Pierre Nicolas. Merci. Je suis heureux de participer à ces entretiens Jacques Cartier en tant que coporteur de la chaire Data et Services pour une ville durable. En effet, notre chaire s'est associée avec la métropole de Lyon, la ville de Montréal et Movinone pour monter cette vidéoconférence consacrée à l'éthique dans les données urbaines de mobilité. La chaire Data et Services est un dispositif de recherche soutenu par l'IDEX de Lyon et issu de laboratoires membres du LABEX Intelligence des mondes urbains. Elle se veut résolument interdisciplinaire, associant sciences pour l'ingénieur et sciences humaines et sociales pour réfléchir aux enjeux technologiques, économiques et sociaux liés à l'irruption du numérique dans le monde des mobilités, ainsi que toutes les offres de services qui émergent dans ce cadre. La chaire est associée au monde industriel, avec notamment Renault, qui s'est engagé pour qu'elle puisse démarrer ses projets dès janvier 2021. Nous sommes aussi en discussion avec d'autres entreprises pour constituer un consortium ouvert, diversifié, pour aborder les enjeux du numérique et des services de mobilité avec une focale la plus large possible. La chaire est par ailleurs en lien fort avec la métropole de Lyon, qui est extrêmement proactive sur les questions de mobilité et la variété des services et technologies qui peuvent y être associés. Ces entretiens Jacques Cartier sont l'occasion de s'interroger sur les implications de cette numérisation qui ouvre un champ nouveau et immense pour les entreprises et les collectivités qui peuvent concevoir, expérimenter et mettre en œuvre de nouveaux services pour accompagner notre mobilité quotidienne. Ces transformations sont aussi un défi pour les chercheurs, pour participer au développement de nouveaux outils, comme pour comprendre ce qui change et explorer la manière dont cela interroge les représentations que nous avions construites pour rendre compte du monde d'avant. Mais à l'occasion de cette conférence, nous avons voulu mettre l'accent sur les défis éthiques qui sont posés et qui prennent de multiples formes. Tout d'abord, qui dit éthique, dit équité. Or, suivant notre âge, notre revenu, notre lieu de résidence, nous n'avons pas accès de la même manière au monde numérique. Par exemple, les manifestations des Gilets jaunes ou la période du confinement ont été divers révélateurs de ces inégalités. De même, les nouveaux services mis en place, s'ils sont utilisés, correspondent à une création de valeurs nouvelles. Mais ils conduisent aussi à de nouvelles lignes de partage de cette valeur, qui posent des questions d'éthique et d'équité, tout d'abord entre entreprises et usagers, mais aussi en deuxième temps entre entreprises qui s'échangent les informations produites par les mobilités et les personnes mobiles. Par ailleurs, la question du passage de l'individuel au collectif et les impacts en retour sur les situations individuelles est aussi en question, comme par exemple les informations de guidage dynamique qui modifient les conditions de circulation, peuvent aider à fluidifier les trafics, mais peuvent aussi affecter le cadre de vie de certains quartiers résidentiels. Enfin, des enjeux de respect de la vie privée se posent, avec des questionnements sur les frontières à définir en termes d'éthique et à traduire d'un point de vue technique. Ce sont donc ces questions sociales, économiques et technologiques que nous pourrons aborder lors de cette demi-journée d'échange. Bonjour à tous, je suis ravie de participer à cette séquence aujourd'hui. Pour nous, Lyon Métropole, c'est une opportunité unique de croiser avec l'écosystème collectivités, entreprises et universités, et particulièrement avec nos villes, partenaires Montréal et Boston. L'intérêt public est au cœur de nos problématiques d'usage et d'accès à la donnée. Par rapport à notre histoire avec les données, même si depuis 30 ans, nous à la métropole, nous travaillons sur une stratégie, en France, c'est depuis 1789 que tout citoyen a le droit de demander compte à son administration avec la Déclaration des droits de l'homme. C'est une loi française de 2016 qui prône l'ouverture des données publiques dans un standard ouvert et aisément réutilisable par toute personne et qui doivent être diffusées obligatoirement. Depuis cette date, nous avons renforcé les moyens et la stratégie par rapport aux données que j'aimerais vous illustrer par deux exemples. Le premier exemple, c'est notre plateforme de données
Data Grand Lyon, données ouvertes et issues de sources publiques et privées. Elle a été créée il y a 10 ans, avec aujourd'hui 800 jeux de données qui touchent aussi bien l'urbanisme, la citoyenneté, la mobilité et l'imagerie. Par exemple, cet été, la plateforme a été utilisée pour indiquer les espaces et les itinéraires frais aux habitants afin qu'ils puissent se rafraîchir. Parmi les grandes leçons pour nous, l'importance d'un dispositif de régulation sous forme de licence ou de convention entre les parties prenantes pour s'assurer que l'intérêt public soit toujours respecté. Notre deuxième exemple est par le Self-Data et la démarche Mes Infos, qui a duré 10 ans et qui encourage la réappropriation des données personnelles par le citoyen dans un coffre-fort individuel afin de diminuer sa dépendance aux plateformes mondiales. En conclusion, j'aimerais aborder l'usage à la métropole des données pour la mobilité, ainsi que quelques projets à venir. On utilise les données de la mobilité à la métropole pour servir l'intérêt public, par exemple optimiser des flux avec des outils performants comme le PC Critère, ou des campagnes spécifiques afin de changer les comportements pour le bien-être de notre planète. Aussi également pour comprendre les flux des différents modes de transport, afin de s'assurer que les politiques soient respectées. Et enfin, pour mesurer et éventuellement modifier l'impact de la régulation pour servir l'intérêt public. Quelques projets à venir, inciter d'autres services à utiliser les données pour mieux piloter leurs projets. Et enfin, accompagner les 59 communes de notre métropole dans leur démarche d'ouverture Open Data. Merci de votre attention. J'étais ravie d'avoir participé à cette aventure. Bien, j'ai maintenant le plaisir d'aborder cette première séquence de nature académique avec un éclairage sur la question de la vie privée et de l'éthique des données massives. Et dans cette perspective, j'ai le plaisir d'introduire Monsieur Sébastien Gams, qui est professeur d'informatique à l'Université de Québec à Montréal. Et Sébastien est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur cette question, cette problématique vie privée et éthique des données. Et cette intervention sera suivie d'un échange avec Marc Gonnet, qui est le directeur du contenu éditorial de l'écosystème Moving On. Sébastien, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'abord pour l'invitation et j'ai écouté la journée d'hier, j'ai vraiment trouvé les échanges très intéressants. Donc ce que je vais essayer de vous faire en à peu près une quinzaine de minutes, c'est d'aborder quelques enjeux éthiques et de respect de la vie privée des données de mobilité. Et donc souvent quand on parle de données de mobilité, on a tendance à associer ça aussi aux villes intelligentes. Donc je voulais juste rappeler que les villes intelligentes qui sont des projets souvent qui sous-tendent les infrastructures urbaines numériques, l'idée c'est d'essayer de déployer des technologies qui vont essayer de bénéficier à la qualité de vie des citoyens ou améliorer l'efficacité de certains services de la ville. Donc souvent on utilise l'adjectif intelligent pour parler de mobilité intelligente, d'environnement intelligent, de gestion intelligente des services. Mais dans tous ces villes intelligentes, on a la notion aussi de la donnée. Donc la plupart de ces services ont besoin de collecter des données et une ville ne devient intelligente que si elle collecte beaucoup de données personnelles. Donc la collecte peut se faire à la fois par des capteurs dédiés, donc ça pourrait être par exemple des caméras ou des poubelles intelligentes qui collectent les informations de vos téléphones. Ça peut être aussi à la fois par des initiatives citoyennes où on va demander par exemple aux citoyens de télécharger une application qui va collecter sa mobilité ou qui va prendre des photos de l'état de la chaussée par exemple. Ou alors ça peut être à travers des données qui sont capturées par des services de la ville ou par des acteurs privés qui acceptent de le partager dans le cadre des services de la ville intelligente. Et donc la question de l'éthique et de la question de la vie privée, elle vient en particulier parce que la donnée est centrale et que souvent c'est des données personnelles, donc des données d'individus. Donc une des choses que j'aime bien rappeler, c'est que quand on parle de données personnelles, on est dans une situation où on doit
essayer de trouver un équilibre entre l'intérêt collectif et les droits fondamentaux qui sont déjà garantis pour les individus. Donc le droit au respect de la vie privée est un droit fondamental, comme le droit à la liberté d'expression. Il est garanti à la fois par la Déclaration des droits de l'homme, où à l'époque la vie privée c'était plutôt on ait le droit que personne n'ouvre notre courrier ou ne vienne prendre une photo de notre domicile. Mais au Québec, par exemple, on a une loi sur la protection des données personnelles dans le secteur privé qui date de 1995, mais qui est actuellement en cours de révision. Et pour les gens qui sont en France, vous savez sûrement que vous avez eu un règlement européen qui est devenu effectif en mai 2018. Donc on voit que du côté numérique, il y a eu une réactualisation où il y a un processus d'évolution des lois qui ont essayé de prendre en compte à la fois des enjeux de vie privée, mais aussi certains enjeux éthiques que je vais mentionner plus tard. Et donc ce qu'on essaye de faire, c'est d'éviter que les traces numériques ou que les données personnelles soient diffusées à tout vent pour éviter qu'un adversaire puisse essayer de collecter ces traces et les utiliser à des fins frauduleuses. Donc ça peut aller à faire du profilage jusqu'à faire par exemple une usurpation d'identité. Et donc un contexte qui va revenir, qui est revenu hier dans les discussions, mais qui reviendra aussi dans un atelier tout à l'heure, c'est par exemple quand on collecte à large échelle des données de mobilité de personnes. Donc ça peut être par exemple à travers une application qui est installée sur leur téléphone, mais ça pourrait être aussi par un partenariat avec des opérateurs téléphoniques où on arrive à voir la mobilité des gens en fonction des antennes où on les a vus. Donc c'est ce qu'on appelle les comptes rendus d'appel. Il y a souvent des situations où on se demande comment est-ce qu'on peut diffuser ou partager ces données-là pour avoir des bénéfices sociétaux. Donc ça peut être par exemple être capable d'étudier la mobilité des personnes pour la planification urbaine, mais aussi tout en minimisant les risques. Et un exemple que je vous ai mis là sur ce transparent, c'était un challenge qui avait été organisé par une filiale d'Orange au Sénégal qui s'appelait D4D, donc Data for Development, où l'idée c'était de trouver des études qu'on pouvait faire sur ces données-là. Donc par exemple, il y a des chercheurs qui ont développé des modèles de propagation d'épidémies à partir des données de mobilité, mais ce qu'on souhaite aussi garantir, c'est qu'on ne puisse pas retrouver les données de mobilité d'un utilisateur en particulier et donc tracer ces déplacements. Pour vous montrer que cette question de l'anonymisation de données de mobilité, c'est pas qu'une question qu'on retrouve en Amérique du Nord et en Europe. Je vous ai mis un exemple, par exemple au Japon, qui avait été un scandale de vie privée au Japon, où une compagnie qui gère les données des opérateurs de train. Donc en fait, quand vous prenez le train au Japon, on sait dans quelle station vous rentrez, mais on sait aussi dans quelle station vous sortez. Et donc cette compagnie-là s'était dit, on va vendre ces données-là simplement en remplaçant le nom de la personne par un pseudonyme, mais en gardant des informations comme l'âge de la personne, son sexe et les endroits où elle prend ou elle descend des trains. Et en fait, même si ces informations-là, prises individuellement, ne sont pas identifiantes, quand on les combine ensemble, on arrive à ce qu'on appelle des quasi-identifiants. Donc on arrive à retrouver de manière unique l'identité de la personne. Et donc, on est dans des situations où dans beaucoup de pays, les acteurs se posent la question comment est-ce qu'on peut partager ces données en limitant les risques de vie privée. Aussi, on est dans une situation où la question de comment est-ce qu'on peut anonymiser les données pour éviter les risques est une question qui prend beaucoup d'importance, à la fois parce qu'il y a beaucoup de développement technique sur les méthodes d'anonymisation, mais aussi parce que la législation demande avant que les données soient partagées ou qu'elles soient distribuées en dehors du cadre de collecte initiale, d'essayer d'évaluer justement le risque de réidentification. Donc là, je vous ai mis ce que dit l'article 16 du règlement européen sur la protection des données. On vous dit que pour décider si une donnée est anonyme ou non, il faut prendre en compte tous les facteurs objectifs tels que le coût et le temps qui serait requis pour réidentifier les personnes, la technologie qui est disponible maintenant, mais aussi les développements technologiques futurs. Donc contrairement à d'anciennes versions des lois sur la vie privée où on voyait l'anonymisation comme une propriété binaire, le législateur se rend compte que l'anonymisation, c'est pas tout blanc ou tout noir. On peut réidentifier ou être anonymisé avec un certain pourcentage dans les données. Et donc, la charge est mise sur les acteurs publics et les acteurs privés d'essayer de faire un exercice d'analyse de risque
où on doit être capable d'évaluer sur la méthode d'anonymisation qu'on a utilisée quel est le risque résiduel de réidentification des données. Et aussi, une des choses qu'on voit apparaître, c'est le cas en France, mais c'est pas le cas au Canada au meilleur de ma connaissance, c'est que les autorités de protection des données comme la CNIL peuvent maintenant certifier des processus d'anonymisation. Donc, la loi française sur la République numérique leur permet, par exemple, de donner un tampon à des bonnes pratiques d'anonymisation. Mais au meilleur de ma connaissance, la CNIL n'a jamais utilisé cette prérogative, principalement parce que je pense que le jour où elle voudra mettre ça en place, il va y avoir beaucoup d'entreprises qui vont arriver avec des méthodes d'anonymisation qui sont plus ou moins sérieuses. Et si un jour elle donne sa validation sur une méthode qui finalement est brisée, on va se retrouver dans une perte de confiance dans l'autorité publique qui est censée être garante des droits sur la protection de la vie privée. Donc parmi les enjeux éthiques qui émergent avec les villes intelligentes et la collecte de données de mobilité, on voit d'abord que cette collecte se fait de manière systématique, mais aussi de manière de plus en plus invisible. Donc quand on pense par exemple à la migration vers des cartes sans contact ou l'utilisation du téléphone intelligent pour le pass de transport, ça veut dire que quelqu'un peut interroger votre carte de transport ou votre téléphone sans même qu'on vous demande explicitement de valider cette opération-là. Quand on intègre aussi de plus en plus de caméras et de capteurs connectés dans le tissu urbain, on invisibilise la collecte des données. Et donc, un des enjeux qu'on a, c'est que, contrairement dans le passé où le consentement était un des piliers de la protection pour la vie privée, ça devient de plus en plus difficile de demander à un individu, à chaque fois qu'une donnée est collectée sur lui, est-ce qu'il consent ou pas. Donc l'exemple classique, c'est vous passez à côté d'une poubelle intelligente qui va collecter l'adresse MAC ou l'adresse IMEI de votre téléphone. Je vois mal comment la poubelle pourrait vous demander est-ce que vous consentez ou pas à cette collecte. Vous imaginez que si à chaque fois la poubelle vous sort un drapeau et qu'elle vous dit est-ce que tu es d'accord que je collecte cette donnée-là, ça va être très difficile vu le nombre de capteurs qu'on a parfois dans certaines situations urbaines. Donc il y a je dirais un besoin de développer des nouveaux mécanismes de protection pour essayer d'améliorer le contrôle des citoyens sur leurs données personnelles. On voit aussi que ces questions de surveillance par des objets connectés et des capteurs intégrés dans le tissu urbain soulèvent des enjeux sur à qui la donnée va bénéficier, qui va être le propriétaire de cette donnée. Donc là, je vous ai mis un exemple d'un projet qui s'appelait le quartier Quayside à Toronto, qui était en fait un partenariat envisagé entre la ville de Toronto et Google pour développer ce qu'on appelait la cité du futur. Donc c'était vraiment un prototype de ville intelligente avec des capteurs un peu partout. Et donc ce projet-là a soulevé beaucoup de questions de vie privée. En particulier, ce qui est arrivé en 2018, c'est qu'il y avait Anne Cavoucan, qui est une ancienne commissaire à la vie privée ici au Canada, qui a quitté le conseil consultatif de Sidewalk Labs, qui était le nom de ce projet-là, justement pour des doutes de sa part sur le fait que Google allait vraiment s'engager sur le respect de la vie privée. Et j'ai pas mis la diapositive, mais ce qui est arrivé, c'est que au début de la pandémie, là en mars ou en avril, Toronto a finalement, suite à tous les enjeux éthiques qui ont été remontés en particulier par des associations de liberté civile, a décidé d'abandonner complètement ce projet-là. Donc on voit aussi que ces enjeux éthiques doivent être pris en compte, je pense, le plus tôt possible dans les projets de ville intelligente pour être sûr de répondre à ces enjeux-là et aussi de rencontrer les besoins et l'acceptabilité sociale de la population. Un autre enjeu qu'on retrouve dans la collecte, mais aussi la manière dont sont stockées les données de mobilité, c'est que souvent on va vers des infrastructures où on va centraliser ces données. Donc ces données sont collectées par de multiples sources, des capteurs, des entreprises privées, des services publics, mais on va avoir tendance à les centraliser par exemple dans une solution infonuagique. Et donc ce qui arrive, c'est si un attaquant arrive à trouver une brèche de sécurité, on va se retrouver dans une situation où il a accès d'un coup à une grande masse de données personnelles, contrairement au système précédent où on avait plutôt des données qui étaient stockées en silos. Et donc là, je vous ai mis l'exemple aussi de villes qui deviennent de plus en plus la cible de cyberattaques. Donc on a eu Atlanta il y a quelques années. J'aurais pu vous mettre aussi un exemple récent où à Montréal, en ce moment, on a la STM, qui est le système de transport, qui est victime aussi d'un rançongiciel qui a paralysé plusieurs de ses serveurs. Et au meilleur de ma connaissance, il reste encore d'ailleurs certains des serveurs qui sont paralysés. Donc c'est un coût énorme pour la ville. Ça fait déjà 10 jours que la STM
et de ce débat avec ces problèmes de sécurité. Donc, si on centralise et qu'il y a un problème de sécurité, une brèche, on arrive à une situation où on a un accès à beaucoup de données personnelles. Une autre chose qui arrive, c'est que comme on va ouvrir de plus en plus de données qui concernent les citoyens, donc il y a quelques années, donc tout à l'heure on avait une vidéo sur le portail de Data de Grand Lyon. J'imagine que quand ce portail a ouvert il y a 10 ans, on était plutôt à partager le plan des pistes cyclables. Mais en ce moment, on est dans la situation où on ouvre de plus en plus de données qui concernent des citoyens. Donc par exemple les données du système de transport. Et on a vu ces dernières années des exemples où à partir de ces données-là, on pouvait retrouver les déplacements du personne. Donc là, je vous ai mis l'exemple des traces de mobilité qui avaient été rendues publiques par rapport au taxi de New York, où des chercheurs ont pu retrouver à partir de ces données-là les déplacements de certaines personnes publiques, par exemple, où ont pu retrouver les déplacements des chauffeurs de taxi, incluant des déplacements qu'ils faisaient en dehors de leurs heures de travail. Et donc, un des enjeux éthiques qui complémente l'enjeu de vie privée, c'est aussi les enjeux de transparence. Donc, on en a déjà parlé hier aussi, mais un des problèmes souvent, c'est qu'il y a une forte asymétrie entre la quantité de données que le système ou que la ville intelligente va collecter sur un individu et ce que le citoyen connaît sur les services qui sont déployés, les données qui sont collectées à ce sujet. Donc, souvent, la ville collecte beaucoup de données sur le citoyen, mais il y a très peu d'efforts qui sont faits sur essayer de communiquer vers le citoyen sur quelles sont les données qui sont collectées à son propos, comment est-ce qu'elles sont utilisées, dans quel service. Et je dirais que ce manque de transparence, ça conduit à un manque de confiance qui fait que le citoyen pourrait refuser certains services simplement parce qu'il a l'impression qu'on n'a pas fait l'effort d'essayer de lui expliquer quelles sont les données collectées, qu'il n'a pas eu son mot à dire sur cet aspect-là. Donc je dirais qu'il y a un des enjeux éthiques des données de mobilité, c'est être capable aussi d'expliquer vers les citoyens quelles sont les données qui sont collectées et pourquoi et comment on les utilise. Un autre enjeu important, c'est que la transparence, c'est une première étape, mais je dirais que c'est seulement un moyen vers une finalité plus importante qui serait ce que j'ai appelé la reddition de comptes algorithmique. C'est comment est-ce qu'on peut, au-delà d'expliquer à un citoyen quels sont les services et quelles sont les données qui sont collectées dans le cadre de ces services, lui permettre à lui ou à des experts d'essayer d'auditer aussi le fonctionnement de ces services-là. Donc en particulier dans le cas où on commence à utiliser des techniques d'intelligence artificielle pour essayer d'avoir des systèmes d'aide à la décision ou des systèmes même de décision automatique. Donc on peut penser par exemple à une ville qui voudrait essayer d'automatiser les systèmes de gestion des aides sociales, où une personne devrait remplir un formulaire en ligne et on aurait un système d'aide à la décision automatique qui lui donnerait directement le résultat si elle reçoit ou pas l'aide sociale. Dans ce cas-là, les enjeux qu'on voit arriver, c'est au-delà que le code de cet algorithme soit transparent ou que la méthode soit transparente, il faut être capable aussi d'aller auditer ces systèmes-là par rapport à leur biais. Donc en particulier, si on a appris un système sur des données qui historiquement sont biaisées par rapport à certains groupes vulnérables ou certaines minorités ethniques, l'algo d'apprentissage va internaliser ces biais, donc on peut se retrouver à des risques de discrimination. Le fait aussi que on puisse essayer de comprendre comment l'algorithme est utilisé dans un système plus global. Donc est-ce que c'est un système de décision automatique ou est-ce qu'il y a un humain qui utilise ce système-là comme un système d'aide à la décision mais qui est souverain dans la décision? C'est important. Donc je dirais que le terme général, ce serait être capable d'avoir une certaine reddition de compte au niveau du citoyen sur les services qui utilisent les données, comment ils fonctionnent, quels sont les risques éthiques au niveau de discrimination par exemple. Et un exemple que je voulais vous mentionner comme étant une piste qui pourrait s'appliquer à d'autres villes, c'est la ville de New York qui a mis en place, il y a 2 ans, alors ils ont appelé ça un algorithmic task force, donc peut-être un comité de travail sur la responsabilité algorithmique, dont l'objectif était précisément de recenser tous les services de la ville qui collectent et utilisent des données, en particulier des services qui prennent des décisions automatiques ou qui servent de système d'aide à la décision, en particulier pour essayer d'évaluer les enjeux éthiques par rapport au risque de discrimination.
Et donc, l'exemple de New York est intéressant parce que New York, c'est une ville gigantesque et même quelqu'un qui travaille dans la ville, il y a tellement de services et tellement de systèmes différents qui sont utilisés que rien que de faire la cartographie des services et des données qui sont collectées était une tâche importante. Donc, cette idée d'avoir la mise en place au niveau d'une ville d'une force de travail algorithmique, je pense que ça pourrait facilement se reproduire dans d'autres villes, par exemple à Montréal. Et donc l'idée, ça serait d'avoir un comité de travail qui serait composé de représentants de la ville, mais aussi de représentants académiques de divers backgrounds, de représentants des organismes de la société civile, et d'essayer de faire une analyse. Est-ce que les services qu'on a mis en place utilisent la donnée de la manière qu'en tant que société ou en tant que ville on le souhaiterait, et quels sont les risques et les enjeux éthiques. Et donc ça, ce serait la première étape avant d'envisager des pistes de solutions. Donc pour essayer aussi de finir par un exemple, donc aussi en quoi la collecte de données au niveau des villes à grande échelle augmente les risques de vie privée. On avait déjà des enjeux de vie privée dans les villes il y a 10 ou 20 ans, mais on est dans une situation actuellement où l'augmentation des données fait que le volume et la diversité des données qui sont collectées sont très importantes, et donc on arrive à des situations où on peut faire des inférences très précises sur les personnes extrêmement intrusives, beaucoup plus que ce qu'on avait par le passé. Aussi, quand je parlais du consentement tout à l'heure comme un pilier de protection de la vie privée, souvent quand il y a 10 ans on collectait une donnée, on expliquait à un utilisateur que cette donnée était collectée pour une finalité particulière, mais quand on parle des données ouvertes et des données massives, on est dans une optique où on va croiser et recroiser les données de multiples manières, et souvent de manière où on ne peut pas expliquer lors de la collecte à l'utilisateur comment ces données vont être utilisées. Donc on arrive aussi à des questions sur est-ce que quand on demande le consentement dans l'utilisateur pour une finalité, si finalement cette donnée est réutilisée, est-ce que ce consentement est vraiment fait du sens, ou est-ce qu'il faudrait inventer d'autres formes de consentement? Aussi, il faut, je pense, être dans une optique prudente. Donc si par exemple on ouvre des données qu'on a mal anonymisées et qu'on se rend compte 2 mois plus tard qu'il y a un enjeu majeur et qu'on arrive à réidentifier une grande partie des personnes, il faut se rendre compte qu'il n'y a pas de droit à l'effacement et de droit à l'oubli absolu sur Internet. Donc c'est sûr que même si une ville enlève ces données de son portail, il y aura des copies qui auront été faites. Donc je pense qu'il vaut mieux avoir un principe de précaution. Et enfin, pour finir ma présentation sur un autre enjeu éthique, c'est parmi toutes les inférences qu'on arrive à faire à partir de ces données de mobilité, ces données urbaines, il y a des questions qu'on doit se poser sur quelles sont les inférences qu'on considère acceptables ou pas pour la société. Donc c'est ce que j'ai appelé l'éthique de l'inférence. Et je voudrais finir ma présentation sur un exemple où on a dans des villes aux États-Unis ce qu'on appelle des systèmes de police prédictive. Donc la police prédictive, il y a quelques années, c'était des systèmes qui essayaient de prédire quelles sont les zones d'une ville où il va y avoir beaucoup de crimes et d'essayer de déployer les ressources policières en fonction des prédictions qui ont été faites par le système. Mais depuis quelques années, on arrive à des systèmes qui sont beaucoup plus personnalisés, où les systèmes de police prédictive vont aller croiser les données issues de casiers judiciaires, mais aussi des médias sociaux et de la mobilité, pour essayer d'avoir une liste des personnes qui sont susceptibles de commettre des crimes dans le futur. Donc on est presque dans une forme de Minority Report. On veut essayer de prédire quelles sont les personnes qui seront amenées à commettre des crimes. Et dans la ville de Chicago, en fait, on a des policiers qui vont toquer à la porte des personnes qui sont le plus haut dans la liste comme suspects potentiels en leur disant vous êtes tagué comme étant une personne à risque, donc vous avez intérêt à vous tenir à corps, ce qui soulève de nombreux enjeux éthiques. Je vais juste vous en donner quelques-uns. Donc le premier, c'est peut-être que cette personne avait commis des crimes, mais dans une optique de réhabilitation, c'est pas terrible d'aller revenir vers cette personne. Et puis dans le cas où on servait la police prédictive pour déployer des systèmes, des agents policiers, on se retrouvait aussi à des effets pervers de boucle de rétroaction où si vous déployez plus de policiers dans un quartier, vous allez forcément observer plus de crimes, et si vous observez plus de crimes, vous allez avoir l'impression que votre système était bon, mais en fait vous avez simplement impacté l'environnement et vous avez des boucles de rétroaction sur le système. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation et je suis prêt à prendre les questions. Merci beaucoup Sébastien, merci beaucoup, cette présentation est passionnante sur cette problématique éthique et vie privée. Je crois qu'elle va nous aider, elle va aider les participants aux entretiens chaque quartier et puis à notre écosystème au Minon à prendre la hauteur sur ce sujet de la donnée et ce sujet de la mobilité.
Peut-être quelques petites règles du jeu. Nous avons 15 minutes pour une séance d'échange avec vous, Sébastien. On aura une rapide synthèse après. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions. Je vois que certains le font sur le groupe chat qui est sur la droite de votre écran, je pense. Et je voulais aussi vous dire que nous prendrons toutes les questions. Si nous ne pouvons pas répondre à cela dans le temps imparti, eh bien, nous trouverons une manière de vous apporter des réponses. J'ai quelques questions et Sébastien, si vous le permettez, vous nous avez quand même interpellé avec cette police prédictive. Vous avez cité Minority Report, ça se termine pas très très bien, Minority Report de mémoire. Qu'est-ce que c'est? Vous pourriez élaborer un petit peu et les enjeux éthiques que cela représente? Donc l'idée c'est d'être capable de, donc si je prends la version la plus récente personnalisée qui est celle qui soulève le plus d'enjeux, c'est d'être capable d'avoir un système qui va essayer de prédire quelles sont les personnes dans une ville qui sont susceptibles de commettre un crime dans le futur. Et l'idée, c'est d'essayer d'avoir une forme de prévention où on va utiliser ces prédictions pour essayer de prévenir les crimes en ayant, par exemple, des interventions de la police qui va aller voir ces personnes, qui leur dit on vous a ciblé comme des personnes à risque. Donc, un des enjeux éthiques, c'est souvent ces outils sont développés par des boîtes privées qui ont tendance à collecter des données de beaucoup de sources différentes, certaines étant des sources je pense non autorisées. Donc on a parlé beaucoup, quand on parlait de reconnaissance faciale, du fait que certaines entreprises allaient collecter des données sur les médias sociaux sans que Facebook soit forcément d'accord. Et donc ce que vont faire ces entreprises, c'est qu'elles vont non seulement interagir avec le système de police, avec le casier judiciaire, mais aussi collecter les données sur Facebook, les posts que les personnes font. Et l'idée, c'est que leur algo est censé donner un score de risque à ces personnes-là. Et donc souvent, un des enjeux, c'est que ces algos-là sont clairement pas on parlait de transparence tout à l'heure, donc la plupart de ces compagnies vont dire pour des raisons de secret professionnel, ben on peut pas vous montrer comment fonctionne notre algo, mais on a un score de précision, on a un score de qualité de la prédiction qui est temps. Donc voilà, ça c'est et donc parmi les enjeux éthiques déjà, c'est d'aller stocker ou d'aller cibler des personnes qui n'ont pas encore commis un crime, donc ça soulève des enjeux importants. Il y a aussi comme je disais, dans un contexte de réhabilitation, ça empêche, je dirais, les personnes d'être on va leur rappeler leur passé, donc peut-être que cette personne-là avait commis un crime, qu'elle a passé quelques années en prison, mais elle est en train d'aller sur la voie de la réinsertion. Et dans les cas où je parlais de police prédictive pour les quartiers, là on est vraiment dans des situations où on risque d'avoir ces boucles de rétroaction. Donc, une des choses qu'il faut être conscient, c'est quand on crée un système algorithmique et qu'on le déploie en mettant en œuvre ces prédictions. Donc, ça, c'est vraiment de là d'où découlent beaucoup d'enjeux éthiques. Donc, quand la prédiction a un impact réel sur des individus ou sur des quartiers, il faut être conscient que notre système va impacter l'environnement et qu'on va avoir parfois ces boucles de rétroaction dont je parlais. Donc, le système de police prédictive par quartier, on va déployer des policiers dans des zones qui sont considérées à risque. Et on va avoir l'impression peut-être que notre système fonctionne bien parce qu'on va avoir constaté plus de crimes que l'année précédente. Mais peut-être que ces policiers-là, on aurait pu les déployer dans d'autres zones où il y a des crimes qui ne seront pas observés parce qu'il n'y aura pas de policiers. Mais on aura l'impression par les données que notre système va fonctionner. Donc on va avoir une boucle de rétroaction où la prédiction est utilisée pour déployer des forces de police. On a l'impression que ça fonctionne bien, donc le système va continuer à renforcer son biais en disant cette zone-là est une zone à risque. Donc voilà, ça c'est quelques exemples des enjeux éthiques sous-jacents. D'accord. C'est vraiment une belle manière d'éclairer à quel point l'éthique doit être un sujet dans nos échanges. Je voudrais passer après une question autour de l'algorithme d'anonymisation. Ça génère pas mal d'échanges. Est-ce qu'il faut le publier au moment où les données sont anonymisées, sont présentées? Certains se demandent s'il ne faudrait pas publier les attaques de déanonymisation pour permettre, en fin de compte, de mieux comprendre et de mieux identifier ce qu'il y a à faire évoluer ou à corriger. D'autres se posent des questions si c'est la bonne approche que de publier ces informations. Donc, beaucoup d'échanges et d'intérêt là-dessus. Vous pouvez nous aider à y comprendre un peu mieux? Ouais, donc de mon point de vue, c'est vraiment important que l'algorithme soit publié. Moi, je dirais l'idéal, c'est de le publier en même temps que les données. Pour éviter ce que j'appelle la vie privée par l'obscurité. Donc, je vais vous faire une analogie avec le domaine de la sécurité informatique. Donc, en sécurité informatique, on sait que si on déploie des systèmes de chiffrement, par exemple,
qui sont des systèmes propriétaires dont le code n'a pas été ouvert, on se retrouve on a beaucoup d'exemples où ce système-là finit par être brisé. Et le problème est que sa sécurité n'a pas pu être auditée par des chercheurs en sécurité ou vie privée. Donc je peux vous donner un exemple, par exemple la Oyster Card, qui était la carte de transport utilisée à Londres. Elle était créée, donc c'est une carte à puce avec un système de gestion des passes de transport qui était créé par une entreprise qui était SM Microelectronics, qui n'avait pas publié la manière dont ce système fonctionnait. Mais une fois que des chercheurs avaient réussi à faire une rétro-ingénierie de ce système-là, ils ont trouvé que la sécurité était vraiment très faible et il y a eu des gros problèmes de fausses passes de transport qui ont été faits. Donc, ce qu'il aurait fallu plutôt, et ce qui est un principe de base en sécurité qu'on appelle parfois le principe de Kerckhoff, c'est que le niveau de sécurité ou le niveau de vie privée ne doit pas venir du fait que l'algorithme d'anonymisation est inconnu, mais plutôt du fait que cet algorithme-là peut faire des choix aléatoires à l'intérieur de lui-même, ou la façon dont il fonctionne fait que la protection est importante. Donc moi je dirais que c'est important de publier des données et l'algorithme. Ça permet à des chercheurs en vie privée d'essayer d'évaluer si cet algorithme offre une bonne façon d'anonymiser ou si au contraire on peut trouver des attaques. Et tu mentionnais tout à l'heure, est-ce qu'on devrait même aller jusqu'à publier les résultats des attaques? Moi, le monde idéal que j'envisage dans le futur, ça serait que on puisse aider les villes à, sur leur portail de données ouvertes, à développer un ensemble d'attaques automatiques qui essaierait, étant donné un ensemble de données anonymisées, d'évaluer le risque de réidentification. Et donc ça permettrait que quand une ville se pose la question comment est-ce que je dois ouvrir mes données ou comment je dois les anonymiser, on pourrait être très transparent et aider la ville avec des attaques automatisées qui permettraient d'évaluer les risques de réidentification, et on pourrait même être très transparent en disant aux citoyens, une fois que la donnée est publiée, cette donnée de mobilité-là, on l'a publiée, voici l'algorithme d'anonymisation, voici les paramètres qu'on a utilisés pour cet algorithme, voici le risque résiduel, donc on estime qu'il est de, par exemple, 0,1%. Il n'est pas nul parce qu'on sait que c'est quasiment impossible d'anonymiser complètement sans perdre complètement l'utilité, mais on serait très transparent. Et une dernière chose que je vais rajouter sur pourquoi je pense que c'est important de publier l'algorithme d'anonymisation, c'est si vous anonymisez les données sans publier l'algorithme, vous allez sûrement avoir des scientifiques des données qui vont s'approprier la donnée, qui vont revenir vers la ville et qui vont râler parce qu'ils vont trouver qu'il y a des artefacts bizarres dans les données. Donc si vous n'expliquez pas comment les données ont été anonymisées, les gens vont dire mais c'est bizarre, il n'y a aucun départ de trajet qui part d'une maison, mais il part plutôt du milieu d'un quartier parce qu'on a cherché à changer le départ de la zone. Donc on peut avoir des effets aussi où même les usagers vont revenir vers vous en disant je ne comprends pas les données, vos données ne font pas de sens, alors que si vous aviez expliqué la manière dont les données ont été anonymisées en partant des données brutes, on arriverait dans une situation où on serait capable d'offrir aussi des informations sur les utilisateurs de ces données-là. Je crois qu'il y a de la belle matière là pour nos participants. Je vois qu'il y a peut-être des participants de la CNIL, ou il y a des participants du business, de notre écosystème Ovinon. Est-ce que tu vois un rôle particulier aux acteurs privés dans ce contexte? Je pense que les acteurs privés devraient, donc les règles de publication, de la façon dont les données sont anonymisées, je pense que c'est important que ce soit les acteurs publics, mais aussi les acteurs privés qui les respectent et qui aident aussi au développement d'algorithmes d'anonymisation. Donc, moi, ce que je dis souvent à mes étudiants dans mon cours de vie privée, c'est que le mot anonymisation a tendance à être brandi par beaucoup d'acteurs, mais il y a très peu d'acteurs qui vont expliquer leur méthode d'anonymisation. Donc, encore une fois, dans une optique d'éviter la vie privée par l'obscurité, quand on me dit que quand une entreprise me dit vous inquiétez pas, on a partagé vos données ou on va publier vos données, mais ils ont été anonymisés, c'est vraiment important, je pense, pour les acteurs privés aussi de faire cet effort de transparence et d'explication de quel a été l'algorithme d'anonymisation qui a été utilisé. Si je peux vous donner un autre exemple, par exemple, de parfois où l'anonymisation est utilisée dans une forme de blanchiment éthique, on a un modèle en vie privée qu'on appelle la differential privacy qui commence à être utilisé par les GAFA, donc par Apple et Google. Donc Apple a dit pour tel service, maintenant vous inquiétez pas, on protège votre vie privée avec la differential privacy, mais sans aller jusqu'au bout de la transparence où il donnait la valeur du paramètre de vie privée qui est très important pour évaluer vraiment si la méthode utilisée est protectrice ou pas. Et donc
une fois que des chercheurs ont réussi à montrer que ce paramètre-là a été mis à une valeur qui ne fournit pas une grosse garantie de vie privée, je dirais que c'est une forme où l'acteur privé a fait une partie de la démarche d'expliquer quelle est la méthode d'anonymisation, mais pas suffisamment pour aller expliquer vraiment quel a été le paramètre de vie privée qui a un impact sur vraiment le niveau de sécurité. C'est très intéressant, Sébastien, ces notions de blanchiment éthique ou d'anonymisation par l'obscurité. Je crois que ces termes vont nous rester. Deux petites questions, si tu veux bien. C'est l'initiative de New York sur le comité de responsabilité algorithmique, qui est une pratique qui semble intéressante. Est-ce que tu penses qu'elle est applicable à d'autres villes et comment est-ce qu'on pourrait faire pour l'appliquer à d'autres villes si elle est pertinente? Je pense elle pourrait s'appliquer à d'autres villes. Donc, ce que je devrais peut-être quand même dire sur la ville de New York, c'est que des dernières informations que j'ai vues, le travail de ce comité a été très très compliqué par le fait que certains services de la ville ne voulaient pas forcément partager les informations sur les données et les services. Mais je pense qu'il n'y a aucune raison qu'on puisse pas l'appliquer à d'autres villes. Donc, en particulier, je pense à des grandes métropoles comme Montréal ou Lyon. Je pense que ça pourrait être facilement mis en place. La première étape, je pense, ça serait vraiment de mettre en place un comité de travail, et je pense qu'il faut s'assurer d'avoir une représentativité à la fois des services de la ville, mais aussi des acteurs privés avec qui la ville fait affaire. Donc si par exemple c'est un système de transport, si le système de transport est géré par un acteur privé, c'est important d'avoir aussi cette personne-là. Et c'est important aussi d'avoir des chercheurs académiques à la fois en vie privée, mais aussi sur la sociologie des usages. Et je pense aussi des personnes qui représentent les groupes qui risquent d'être discriminés en fonction des services utilisés. Donc le mettre en place, ce comité de travail, et de faire l'effort de cartographier les services et les risques éthiques qui sont liés, je pense que ça pourrait être fait assez facilement dans plusieurs villes, effectivement. Super, c'est vraiment éclairant. Sébastien, je te pose une toute petite question, puis après on passera à la synthèse. J'ai trouvé qu'avec les outils nouveaux et les approches que tu présentais, il y a sans doute un potentiel très intéressant sur la donnée. Est-ce qu'il y a des effets collatéraux sur la ville qu'on ne connaît pas encore? Ouais, donc ce qui est important, je dirais un des enjeux éthiques les plus importants, c'est que dès qu'on commence à déployer un service qui va collecter des données et dont les prédictions vont être utilisées pour avoir des impacts sur les citoyens, il faut vraiment se poser la question quels peuvent être les effets collatéraux sur des populations qui vont être impactées par ce service-là. Et donc un exemple que je pourrais donner, c'est supposons par exemple que vous êtes une ville, vous demandez à des citoyens de participer à une collecte de mobilité, donc on a une approche un peu crowdsourcing. Si on est souvent dans des situations où les gens qui vont participer sont des gens de milieux aisés ou niveau d'éducation important avec un téléphone intelligent, si vous vous basez uniquement sur les données qui ont été collectées pour, par exemple, faire la planification urbaine, ben vous allez avoir manqué dans votre collecte de données les quartiers où il y a peut-être des populations moins favorisées ou des groupes vulnérables. Et donc ça, un effet collatéral, c'est vraiment d'avoir manqué ces données-là dans la décision qui va être faite. Donc je pense que c'est vraiment important d'essayer de voir que quand on déploie une solution technique, cette solution technique s'insère dans un environnement global où il y a des questions sociétales. Et il ne faut pas juste voir cette solution technique comme une réponse à une problématique, mais essayer de penser quels peuvent être les effets collatéraux qu'elle peut générer. C'est clair. Merci beaucoup pour ça. Je propose très rapidement de faire une petite synthèse. Il y a 3 points qui me semblent importants. Les données, en particulier celles du citoyen, sont au cœur de la construction d'une ville intelligente, et donc les enjeux éthiques et la vie privée sont essentiels. C'est ce que tu nous as démontré, entre autres parce que ces données peuvent être récupérées en direct, mais aussi en indirect, en provenance d'acteurs tiers ou de poubelles intelligentes, comme tu le disais. Deuxième point que j'ai noté, c'est qu'il va falloir développer de nouveaux mécanismes de protection du citoyen, car l'existant n'est sans doute pas systématiquement applicable, et en tout cas applicable à des sujets de mobilité fort probablement. Le troisième point que j'ai noté, c'est que si la vie privée est déjà intégrée dans l'esprit des législateurs, des juristes,
les sujets éthiques n'ont pas la même maturité. Donc il y a une espèce de courbe d'apprentissage à construire. Et tu as cité quelques éléments de charte éthique, de comité, de réglementation, mais qu'on est qu'au début de cette construction. Voilà 3 points peut-être à retenir. Nous sommes à la fin de cette question. Je remercie les participants pour leurs questions. Je remercie Sébastien pour ses réponses. Vous allez pouvoir participer à un atelier collaboratif dans les minutes ou dans les temps qui vont suivre. C'est un mode de fonctionnement et de co-création. Sébastien a insisté sur une manière d'impliquer tous les acteurs. Pour Mobiland, c'est un mode de fonctionnement et de co-création naturel. Et nous pensons qu'avec une collaboration entre tous les acteurs de l'écosystème, qu'ils soient issus des villes, des pays, de l'entreprise ou du monde académique, et du monde citoyen bien sûr, nous avons une manière d'aller vers des éléments concrets que nous attendons. Et je vous laisse maintenant avec Véronique Dufort, pour la suite. Bonjour, merci. Merci pour ces échanges passionnants. Beaucoup de beaux matériels à appliquer dans nos villes. Je m'appelle Véronique Dufort, je suis chef d'équipe des données ouvertes à la Ville de Montréal. Mais aujourd'hui, mon rôle avec vous sera davantage de vous présenter la suite des choses. En fait, ce qu'on vous propose, c'est des ateliers pour la prochaine heure, mais on va devoir basculer. Donc, sans plus tarder, je vous propose de revenir sur ces discussions fort intéressantes que nous avons eues dans les ateliers. Je vais donner la parole à nos 4 experts, puisque c'est les experts de contenu qui vont revenir avec l'information et nous donner les points saillants, les éléments marquants de chaque séance en 5 minutes chacune, bien comptés. Donc, je vais débuter tout de suite avec... Donnez-moi un instant seulement pour voir, est-ce que Elsa est de retour parmi nous? En fait, nous allons débuter avec Audrey Cochard qui nous donnera les points saillants du second atelier qui était comment intervenir dans le cycle de vie de la donnée pour assurer une planification équitable des services. Audrey, à vous la parole. Merci Véronique. Bonjour à tous. Donc on s'est retrouvés tous ensemble, un groupe très dynamique finalement pour le partage sur le partage de la donnée. Donc c'était vraiment autour de quels pièges nous pouvions anticiper au niveau du partage de la donnée, qu'elle soit privée ou publique. Finalement, les axes se sont finalement mis sur plusieurs enjeux, des enjeux éthiques, des enjeux finalement ciblés. Nous avions pu cadrer la partie des échanges. Hop, attendez, je me remets ce truc. Très bien, merci. Donc voilà, tout à fait. Donc nous avions pu faire, merci pour le support, il arrivait un peu en retard. Nous avions donc tout le consentement. L'étude finalement a été démontrée que nous avions énormément d'échanges sur le consentement, que la personne, que ce soit l'industriel, les utilisateurs, au niveau des données de mobilité, aient un consentement et sont éclairés finalement sur quelles données elles ont, qu'elles ont aussi une donnée dans la durée. Nous sommes dans l'instant T, mais nous avons aussi des fois des évolutions finalement d'utilisation au fil des temps. Ce qui était valable à l'instant quand vous les partagez n'est pas toujours le cas plus tard. Un frein aussi à l'innovation. Comment échanger finalement avec différents tiers dans un contexte, dans un écosystème entre public, privé, universitaire. Et donc nous avons ciblé aussi un enjeu finalement sur l'utilisation des données et sa mauvaise utilisation. Nous avons bien vu que nous étions tous pas forcément dans un pays magnifique ou dans des pays d'ailleurs magnifiques avec que des bonnes volontés. Il y a aussi forcément des choses qui peuvent être pris pour cible. Et donc dans les solutions que nous avons instruites, donc il y avait finalement l'information même, et j'avais même rajouté la lisibilité de cette information. Nous avons toujours beaucoup de choses à valider, de RGPD, mais finalement pas toujours accessibles. Il est important que les utilisateurs soient vraiment acteurs
puissent récupérer la donnée, se l'approprier et avoir finalement le contrôle. Deuxième point, si vous me permettez, c'était, si vous me permettez juste, est-ce que Véronique, tu le vois mieux, le deuxième point? Mon écran n'est pas bien grand, navré. C'était, bon, en tout cas, le troisième, c'était mettre en place un coffre-fort au niveau des différents usages de la donnée et pouvoir aussi faire des cadres plus ou moins légaux, plus ou moins aussi flexibles pour pouvoir arbitrer l'utilisation de la donnée. Pour les acteurs, finalement, c'est encore une grande question qu'on n'a pas vu le temps qui nous était imparti. Nous n'avons pas pu débattre dessus, mais c'était vraiment intéressant et enrichissant. Et je remercie d'ailleurs tout le groupe d'avoir animé. Merci beaucoup, Audrey, pour cette présentation. Maintenant, je laisserai la parole à Elsa Bruyère qui pourra aborder le déroulé de l'atelier numéro 1 qui portait sur le cycle, les interactions entre les acteurs de l'écosystème de mobilité. Elsa, à vous la parole. Véronique, alors sur donc cette question 1, comment est-ce qu'on peut effectivement mettre l'éthique au cœur des modèles économiques de partage de données et des données en général? Il y a deux effectivement enjeux de tension puisqu'on l'a adressé comme ça, on a ouvert la question de cette façon-là. Quelles sont les tensions qui existent entre les acteurs ou en général, et c'est vraiment ça qui est ressorti. Et les deux points majeurs sont effectivement le respect de la vie privée aujourd'hui pour l'ensemble des participants. Ce qui était à l'honneur et ce qui était le plus important, c'était effectivement qu'on arrive à s'assurer qu'on parvient à des pratiques dans lesquelles on s'assure de respecter cet enjeu de la vie privée. Sans quoi il y a un risque qui a été aussi évoqué en conférence ce matin de confiance à l'égard des acteurs dans le futur que les citoyens pourraient remettre en cause si on n'arrive pas à des pratiques de respect suffisamment solides ou suffisamment transparentes. Et pour y répondre, alors le deuxième enjeu, peut-être je vais rester sur ces questions de tension, c'était la différence d'équité et les enjeux de transparence. Donc la différence d'équité, c'est-à-dire la différence qui existe peut-être entre les acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire le fait que tous les acteurs ne sont pas sur le même pied par rapport à l'éthique et que cette différence-là peut causer effectivement des difficultés, soit dans la collaboration, soit même dans le fait d'adresser une éthique commune auprès des citoyens notamment. Et les solutions qui ont été évoquées, alors qui sont existantes ou à venir, c'est effectivement, ça revient un peu sur le point que vous abordiez dans l'atelier 2, la question de la littératie, donc la compétence et la connaissance des citoyens et leur sensibilisation par rapport à leurs enjeux de respect de vie privée. Le deuxième, c'était le fait de s'appuyer sur des approches réglementaires et pas seulement au niveau territorial, mais vraiment de façon transversale. Donc, on a introduit l'idée effectivement d'arriver à des normes internationales, des réglementations internationales qui permettent effectivement d'éviter des écarts entre territoires, puisque la mobilité étant évidemment transfrontalière, il est important que ça ne relève pas que du territoire. Et puis, pour évoquer encore un peu plus ça, la question effectivement de la traçabilité. Donc, les solutions, qu'elles soient technologiques, juridiques ou normatives, qui permettent effectivement d'arriver à une trace sur l'utilisation qui est faite des données, pourraient amener à justement développer des bonnes pratiques. Et puis, pour terminer, la question effectivement de la sécurité, donc par rapport à ces deux enjeux, ces deux tensions d'éthique, s'assurer d'avoir un développement d'outils suffisamment fiables pour assurer la sécurité globale des données et donc de la privacité des données et donc aussi de l'équité. Voilà, ça résume l'atelier 1 qui a été extrêmement riche en discussion. En effet, merci beaucoup Elsa.
Maintenant, je cède la parole à Catherine Morancy qui fera un retour sur quel piège devons-nous anticiper lors du partage de données en mobilité. À vous la parole. En fait, non. Je vais parler des biais. À moins que... Mais c'est pas grave, je vais parler des biais. En fait, on avait comme mandat de discuter de cette question qui a été reformulée à plusieurs reprises là, sur la question des données et de l'impact de ce qu'on observe, des données qu'on utilise pour soutenir la prise de décision. Donc, l'impact de ça sur l'équité dans la planification des services, l'équité dans les décisions qu'on peut prendre. Donc, en fait, on a effectivement beaucoup discuté. Ça passait très vite. Merci à tous. Je dirais que la première chose dans les biais qu'on a choisis, j'ai encore les votes à côté de moi, là, c'était pas totalement consensuel, mais en fait, on a venu avec ces 3 principaux biais. Le fait qu'on néglige dans les instruments dont on dispose pour faire de l'observation, donc dans les données qu'on utilise, on néglige des communautés, je dirais même que communauté, on pourrait ouvrir un peu plus large, on néglige des périodes de temps, on néglige des espaces, on néglige des types d'usages, des types d'usagers. Donc, de façon générale, les outils qu'on utilise actuellement, typiquement, sont peu inclusifs. Il ne nous offre pas finalement une bonne équité dans la prise en considération de ce qui se passe sur nos territoires. Ça, c'était notre premier biais. Je pense qu'on n'a pas clarifié en fait s'il était conscient ou inconscient. Je pense que c'est pas la même chose pour l'ensemble des personnes. Donc, on n'est pas certain sur cette question encore. Sur la question des autres biais, c'est qu'on se crée sur la question de ce qu'on perçoit pour le futur, hein, on a des approches qui sont très tendancielles. Donc, on va se construire une vision du futur qui est basée sur notre compréhension des tendances. Et là, on a eu beaucoup de questionnements sur est-ce que ça représente bien ce qu'on veut devenir, cette tendance, hein, ou est-ce qu'on doit vraiment s'appuyer sur les tendances et les projeter en supposant que toute chose étant égale par ailleurs. Et il y avait cette réflexion de voir en quoi les décisions politiques, en quoi nos cibles devraient mieux dicter justement la construction de ces futurs. Et le troisième biais qu'on avait, qui se résume comme suit, qui était quand même où on a eu une bonne adhésion à ce biais, c'est sur le fait que ce qu'on mesure, finalement, devient la réalité. C'est presque la seule réalité, le reste n'existe plus, et qu'on va intervenir, on va choisir nos stratégies sur la base de ce qu'on arrive à observer et à quantifier. Donc ça, c'est un énorme biais, et on n'est pas trop certain de ce qu'on néglige. Et là, ça va m'amener aux solutions relatives à ces biais. Donc, si on commence par la gauche, on a fait un assemblage de solutions qui étaient sur l'enjeu de couverture, hein. C'est-à-dire que si on veut être capable de mieux mesurer l'ensemble des comportements, l'ensemble des clientèles, l'ensemble des espaces-temps, il faut d'abord avoir une meilleure compréhension de ce qu'on néglige. Donc, mieux identifier ce qu'on néglige, comment on va faire pour les mesurer, et quand on a cette connaissance, ça va nous permettre d'identifier des représentants compétents de ces populations négligées. Donc, il faut les recruter, il faut avoir une meilleure diversification de soit des répondants, soit des personnes qui vont nous aider à comprendre l'ensemble des situations. Donc, c'est vraiment pour répondre au premier biais de ce qu'on néglige, et couvrir l'ensemble de la courbe démographique et tous les types de personnes. La deuxième solution, je vais devoir zoomer parce que c'est petit, que voulez-vous, on est longtemps devant l'écran, alors on voit de moins en moins. Donc, la question des tendances, cette approche tendancielle qu'on a, je pense qu'on a le souhait d'ouvrir le champ des possibles. Donc, il y avait cette idée que pour combler ce biais d'avoir juste une vue d'un seul futur possible, d'avoir des approches un peu plus basées sur des scénarios, même des scénarios de rupture, des scénarios un peu plus extrêmes qui permettent d'illustrer ce que ça peut être le futur, donc de se créer des futurs différents. Et évidemment, ceux-ci exigent qu'on va dédier du financement pour être capable de les développer, ces scénarios, des scénarios diversifiés qui nous permettent justement de mieux évaluer le prix à payer pour migrer vers d'autres types de futurs que celui qui va nous amener ou nous être amené par un scénario tendanciel. Finalement, dans les troisièmes solutions, on a fait un assemblage d'à peu près tout ce qu'on a dit là-dedans, mais la solution, c'est qu'on ne doit plus être satisfait des données dont nous disposons. Il faut se questionner sur le niveau d'exhaustivité. Il y a cette notion de fatalité qui m'est venue à l'esprit, là. Mais il faut se questionner sur qu'on ne mesure pas, comment on devrait se sortir de cette incapacité à mesurer certaines choses qu'on considère importantes. Il y avait cette question de partage des données, de fiducie de données, d'avoir une planification stratégique des besoins en données, hein, savoir qu'est-ce qui nous manque, comment on pourrait le mettre en place, plus d'innovation dans la collecte de données et sortir de les décisions automatiques et des habitudes. Donc,
Je pense que ça résume assez bien. Sinon, mais là, je suis un peu loin de vous, mais vous pourrez me dire, chère équipe, si j'ai négligé des éléments importants. Voilà, merci. Merci, c'est vraiment intéressant. Alors, le dernier atelier, je cède la parole à Sonia Ben-Mokhtar, qui nous fera un résumé de comment peut-on balancer les besoins du bien commun et le droit à la vie privée. À vous la parole. Alors oui, merci pour l'introduction. Donc dans cet atelier qui fut passionnant, hein, on a essayé de se focaliser sur un cas d'usage particulier qui offre finalement un service, on va dire d'intérêt général, enfin en tout cas d'utilité très claire pour les citoyens d'une ville, qui est le transport multimodal. Donc on s'est mis dans la peau d'Alice, une citoyenne qui souhaite utiliser finalement un service de déplacement multimodal qui combine différents modes de déplacement, dont par exemple des modes de déplacement offerts par des acteurs publics, comme la ville par exemple, et des modes de déplacement offerts par des acteurs privés, comme par exemple des trottinettes électriques, éventuellement même éventuellement des véhicules d'individus qui voudraient mettre à disposition les uns des autres, et ainsi de suite. Donc on s'est mis dans la peau d'Alice, donc cet usager qui souhaite utiliser ce service de déplacement multimodal sur la durée, et on a essayé de réfléchir dans un premier temps sur les données finalement qui étaient nécessaires à ce service pour fonctionner correctement. Donc quelles données un tel service aurait besoin de collecter par exemple. Donc bon, à partir de ces données-là, qui incluent par exemple les données de géolocalisation, des données de paiement, des données potentiellement administratives, d'informations administratives, comme par exemple le lieu de résidence de la personne pour des questions de facturation, le permis de conduire, si par exemple on a besoin d'accéder à un service, où la personne doit conduire, par exemple. Donc voilà, on a listé tout un tas de données personnelles et on a fait l'exercice ensuite de réfléchir finalement quels impacts sur la vie privée d'Alice pouvait avoir finalement la divulgation de ces informations personnelles. Donc sans bien sûr vouloir diaboliser un service de déplacement multimodal, ce n'est pas du tout l'objectif, mais on s'est posé cette question-là pour essayer de comprendre finalement le fournisseur d'un tel service. Que doit-il mettre en place finalement pour préserver la vie privée d'Alice, étant donné ces risques? Et donc parmi les risques qui ont ressurgi ou qui sont le plus ressortis finalement de la discussion, il y a bien entendu l'inférence de points d'intérêt, donc des endroits fréquemment fréquentés par Alice, en particulier des endroits, en particulier si ces endroits-là permettent de divulguer des choses sensibles dans des sociétés, par exemple, où cette information pourrait être exploitée contre Alice, telles que, par exemple, ses préférences sexuelles, préférences religieuses ou politiques. Ça peut être dangereux, même pour Alice, dans certains contextes, que cette information-là soit divulguée. On a aussi donc un des risques qui a été sur lequel les participants ont le plus voté, l'usurpation d'identité, parce que imaginez un adversaire qui aurait eu accès à des informations personnelles telles que des justificatifs de domicile, la pièce d'identité, les moyens de paiement, etc. d'Alice pourrait usurper assez facilement son identité sur Internet et faire tout un tas de choses. Mais aussi, on a pensé à un troisième risque qui est en lien avec l'inférence d'informations qui pourraient bénéficier aux compagnies d'assurance pour mettre des points plus ou moins positifs à Alice en fonction, par exemple, si elle privilégie des modes de transport, on va dire, bénéfiques pour sa santé, comme le vélo, la marche à pied, ou à l'inverse, si elle exclut absolument ces modes de transport dans son déplacement quotidien. À la suite de ça, nous avons discuté sur quels étaient les mécanismes à mettre en place, finalement, pour préserver la vie privée d'Alice, étant donné tous ces risques, pour les développeurs d'une telle application. Et on a en fait une des conclusions était qu'il fallait absolument distinguer les risques qui étaient associés finalement à une utilisation tout à fait normale d'un service de déplacement multimodal versus si cette application devait par exemple faire de la publicité ciblée ou par exemple
de l'open data, donc si elle devait publier ces données. Donc il y a un certain nombre de conclusions. Je vais terminer là-dessus car il me semble qu'on est un court de temps. Donc je vous remercie pour votre participation et puis je passe la parole à Véronique qui va conclure. Merci beaucoup, merci à toutes puisque vous étiez en majorité féminine. Merci à toutes les expertes qui viennent juste de présenter. C'était vraiment intéressant. En fait, je vous remercie tous d'avoir participé à ces ateliers et merci pour votre participation et votre disponibilité. Pour rappel, les discussions qui ont eu lieu dans le cadre de ces ateliers sont importantes pour nous, pour nos administrations publiques, tout particulièrement Boston, Lyon et Montréal. Elles vont nous permettre de mieux comprendre la réalité, les besoins, les enjeux des acteurs de l'écosystème de la mobilité auquel vous faites partie et nous permettront d'alimenter nos réflexions là, en vue de ce manifeste sur les données de mobilité dont l'objectif est de définir les grands principes d'action qui doivent encadrer les partages. Je réitère mes remerciements également à Movinon Michelin et au LABEX, Intelligence des mondes urbains, IMI de l'Université de Lyon, pour l'ensemble de l'organisation de l'événement des entretiens Jean Cartier. Et ici, je lance les conclusions, les mots de la fin pour clôturer les échanges de cette deuxième demi-journée. Nous avons le plaisir d'écouter tout d'abord le représentant politique de notre partenaire de ces journées, la métropole de Lyon, Monsieur Fabien Bagnon, vice-président de la métropole de Lyon, en charge de la voirie et de la mobilité active. Nous aurons ensuite l'opportunité d'écouter Monsieur François-William Croteau, responsable de la ville intelligente, des technologies de l'information, de l'innovation et de l'enseignement supérieur au sein du comité exécutif de la ville de Montréal. Bonne écoute et bonne suite. Je remercie les entretiens Jacques Cartier pour la coordination de cet événement. Merci à l'Université de Lyon, l'ABEX-IMU, à Moving On et à nos villes partenaires Montréal et Boston, non seulement pour cette conférence sur les données urbaines de mobilité et éthique, mais aussi pour le travail de fond sur cette thématique depuis des mois. Face aux enjeux en matière de mobilité qui sont communs aux grandes agglomérations, mais aussi face aux initiatives d'acteurs du numérique d'envergure internationale, il est primordial de pouvoir partager l'expérience avec ce consortium des villes, universités, entreprises sur le thème des données liées à la mobilité et de l'intérêt général. Les villes ont la responsabilité de préserver l'intérêt général face à l'exploitation des données privées pour des stratégies commerciales et de proposer la gestion responsable de ces données par les acteurs publics et privés pour une ville durable. La métropole est pionnière en la matière avec une plateforme de données ouverte depuis 2013, associée à un cadre de régulation et une politique de mobilité durable en place depuis 30 ans. Ce sujet est encore plus pertinent depuis la pandémie Covid-19. La science des données a apporté des contributions essentielles dans l'adaptation Covid-19, sur la compréhension des flux des populations pendant les restrictions, la compréhension sur l'évolution de la pandémie, mais surtout l'analyse des nouveaux usages en matière de déplacement pour adapter les réponses en termes d'offres de services et d'infrastructures. Durant les confinements ou à leur suite, on a vu des pistes cyclables temporaires fleurir partout dans le monde, à Bogota, à Auckland, à Montréal et à la métropole de Lyon. À partir des données GPS de comptage, nous sommes actuellement en train de faire le bilan multimodal de chacun de ces axes pour conserver ou adapter les différents aménagements. C'est une application concrète. Ces données d'usage revêtent alors un caractère d'intérêt général, mais nécessitent d'adapter un cadre responsable dans leur collecte et leur exploitation. Comment gérer les dilemmes sociétaux comme la protection de la vie privée, une utile collecte des données collectives de flux pour évaluer, comprendre et faire évoluer les comportements vers une mobilité durable. Ce manifeste, très utile pour ce groupement d'acteurs, a pour vocation de produire, notamment sur les données privées et la mobilité, et pour lesquels les travaux entrepris dans ce colloque et atelier alimenteront la production pour répondre aux défis. Je voudrais à nouveau remercier partenaires, organisateurs, experts et participants pour ces 2 jours de partage de savoir-faire et de discussion.
Je me réjouis de vous revoir pour continuer la discussion en personne, on l'espère tous, aux prochains entretiens Jacques Cartier à Lyon en mai 2021. Bonjour. J'aimerais remercier le Centre Jacques Cartier pour la tenue des 33e entretiens Jacques Cartier, ainsi que tous les organisateurs et bénévoles. Naturellement, je remercie plus particulièrement ceux qui ont permis les discussions des 2 derniers jours sur les données urbaines en mobilité éthique et ceux qui, de Montréal, Lyon, Boston et les établissements d'enseignement supérieur et aussi de Moving On, ont amené ces riches discussions au cours des derniers jours. Vous savez, l'administration de la Ville de Montréal s'est donné comme objectif d'améliorer la qualité de vie de ses citoyennes et ses citoyens à l'intérieur de chacun des quartiers en misant sur l'intelligence collective, la collaboration, la participation citoyenne et l'innovation. Grâce à une telle approche, les villes peuvent devenir plus résilientes et faire face à la crise actuelle, mais aussi à la crise climatique qui continue à être notre plus grand défi humain et urbain. Cela nous invite donc à repenser les villes tant au niveau de la mobilité que de l'urbanisme. À cet égard, l'utilisation des données éthiques ainsi que l'usage responsable et encadré des technologies sont de précieux leviers à la transformation. Elles nous permettent d'envisager des innovations pouvant agir concrètement et rapidement sur la mobilité urbaine. Pour faire face à ce défi, il est nécessaire de travailler en partenariat avec différentes organisations en innovation, les établissements d'enseignement supérieur, les centres de recherche et les différents spécialistes et experts. Leur contribution et leur collaboration est capitale pour répondre collectivement aux défis de nos villes en matière de mobilité. Les discussions qui ont eu cours au cours des derniers jours nous serviront à la réflexion des villes de Boston, Lyon et Montréal dans la rédaction d'un manifeste sur la gestion et le partage des données de mobilité. Il s'agira sans aucun doute de la pierre d'assise de l'amélioration de nos capacités respectives à mieux répondre aux besoins en mobilité de nos collectivités, mais aussi à garantir une plus grande transparence et démocratie dans l'atteinte de cet objectif. Ces échanges sont essentiels au partage du meilleur savoir-faire et susciteront de plus grandes collaborations, sans aucun doute, plus d'innovation sur nos territoires. La richesse de ces échanges nous permet de valider de la grande valeur de nos collaborations passées et futures, tout comme celle de la poursuite des entretiens Jacques Cartier. Au cœur de ces discussions, la place centrale d'une gouvernance éthique et responsable des données nous impose une prise de conscience sur le rôle clé des pouvoirs publics dans l'encadrement des pratiques de collecte, d'utilisation, de gestion et d'entreposage des données. Cette prise de conscience nous oblige à agir promptement, à mettre en place les différents cadres pouvant garantir le droit de la personne, la primauté de l'intérêt général, tout en favorisant l'utilisation des données pour créer de l'innovation. À ce titre, nous avons l'obligation de résultat et je sais que nos villes s'y sont engagées. Voilà que les discussions des 2 derniers jours nous permettront d'agir dans cette voie et y répondre adéquatement et faire en sorte que la sobriété des données, leur impact environnementaux ou encore la démocratisation essentielle et cruciale des données répondront aux défis qui nous est posé par l'ensemble de nos collectivités. Nos villes ont tissé au cours des dernières années des liens durables qui sont porteuses de collaboration essentielles à l'avancement de nos connaissances. Et encore une fois, cette année, les entretiens Jacques Cartier nous ont démontré à quel point ces discussions étaient porteuses et essentielles à l'avancement de nos connaissances. Je sais qu'au cours des prochains jours, des prochains mois, des prochaines années, ces discussions se poursuivront et nous permettront d'aller encore plus loin pour nos collectivités et pour répondre à ces défis. Je remercie encore toutes et toutes ceux qui ont participé à ces discussions au cours des derniers jours et je nous souhaite de nous rencontrer de nouveau bientôt pour ces discussions porteuses et je l'espère et je nous le souhaite en présentiel cette fois-ci. Encore une fois, je vous remercie et je vous dis au revoir. Rebonjour à tous. Je tenais, au nom de l'écosystème Moving On, à vous remercier tous, l'ensemble des participants aux ateliers collaboratifs pour le succès de cette journée. Je tenais particulièrement à remercier les contributeurs à cette demi-journée, le professeur Sébastien Gams, Marc Gonnet, les 4 experts des sessions interactives et également Talsom, et en particulier Adil Mansouri qui nous a soutenus dans cette démarche des ateliers collaboratifs. Un mot tout particulier pour les 4 experts des sessions de travail, Elsa Bruyère,
Audrey Cochard et Philippe Fortin, qui nous a beaucoup aidé tout au long du travail, Catherine Morancy et puis Sonia Ben Mokhtar qui nous ont consacré beaucoup de leur temps et beaucoup de leur expertise pour le succès de cette journée. Vous l'avez compris, cette demi-journée hier vont nous servir à construire l'intelligence collective pour les 3 municipalités, pour la ville de Boston, la ville de Montréal et la métropole de Lyon. Et nous allons travailler dans les semaines et les mois à venir, y compris dans la perspective du sommet Moving On en juin 2021, sommet sur lequel, évidemment, j'espère que vous serez en capacité de joindre nos forces. Voilà, très rapidement, pour le mot de fin, et je cède maintenant la parole à Olivier Klein de la chaire LABEX-IMU, qui est un de nos partenaires de cet événement. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. Merci, bonsoir à tous. Alors, conclure 2 journées comme celle-ci, c'est jamais facile. Hein. Je vais me garder de tirer une conclusion définitive, plutôt poser quelques questions. J'ai beaucoup entendu le fait qu'il fallait partager, clarifier les valeurs et les enjeux autour de l'utilisation des données en matière de mobilité. Juste une première question, est-ce qu'on partage suffisamment de choses aujourd'hui dans nos sociétés déchirées pour réussir à construire un consensus de valeurs? Je me pose la question. Une des réponses, et vu le temps que j'ai, je ne vais pas développer plus, mais une des réponses, c'est d'expérimenter des services à la mobilité fondés sur les data, d'expérimenter des dispositifs techniques, mais aussi d'expérimenter des dispositifs, on va dire, sociopolitiques, c'est-à-dire des mesures, des services rendus effectifs, des services des dispositifs de gouvernance. Hein. Il faut expérimenter pour savoir comment nos sociétés peuvent s'emparer de ces outils ou pas. Hein. Et cette expérimentation, c'est le but de la chaire Data et Services pour la ville durable que nous initions dans le cadre du LABEX-IMU. Voilà, ça sera le mot de la fin pour cette soirée, oui, ou cette journée pour les Canadiens, en remerciant tous les participants, toutes les participantes, tous les organisateurs qui se reconnaîtront, et je vous souhaite beaucoup de données et surtout beaucoup d'éthique.